Heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans ce journal. Les ennuis judiciaires d'un homme qui a consacré sa vie à la justice, Ismaïla Madior Fall, l'artisan du bracelet électronique, en est aujourd'hui l'un des porteurs. L'ancien garde des Sceaux est visé dans une affaire de corruption, un paradoxe troublant pour celui qui incarnait la rigueur et l'éthique judiciaire. Avoir criminel, argent caché, l'État du Sénégal renforce son dispositif de recouvrement avec le soutien du GIABA et de la société civile. La traque de l'argent sale s'organise sur tous les fronts. Diplomatie de bon voisinage, pendant que certains dénoncent un alignement dangereux, le Premier ministre scelle des accords avec le Burkina Faso. Ce rapprochement avec les pays de l'AES fait débat, mais pour le journaliste Abdoulaye Mbow, c'est un choix stratégique opportun. Enfin, dans le Liptako gourmand, les fake news font plus de dégâts que les balles. En effet, la désinformation y sème la peur et la division. Selon une étude du CEDEM, les populations ignorent les mécanismes de l'intox, ce qui, au final, affaiblit tout un tissu social déjà fragilisé. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Après Ndeye Sali Diop, un autre ancien ministre se retrouve dans le viseur de la Haute Cour de justice. Ismaïla Madior Fall a été auditionné à son tour par les magistrats instructeurs dans le cadre de l'affaire présumée de corruption et de détournement de deniers publics. À l'issue de cette audition, les juges ont décidé de le placer sous bracelet électronique et de l'assigner à résidence. Après Ndeye Sali Diop, c'était au tour de l'ancien garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall de se présenter devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Mais contrairement à l'ex-ministre de la Famille, sa comparution est passée totalement inaperçue. Aucun signe annonciateur de sa présence, ni partisan, ni avocat visible à l'entrée. Malgré un va-et-vient constant des véhicules, l'ancien ministre est parvenu à échapper à l'œil des caméras, aussi bien à son arrivée qu'à son départ. Et pourtant, selon des sources concordantes, Ismaïla Madior Fall a bien été entendu, tout comme ses avocats, dans le cadre d'une affaire portant sur une affaire présumée de corruption et de détournement des deniers publics liés à l'attribution de marchés de construction. L'audition s'est ainsi déroulée à huis clos. Les magistrats instructeurs ont passé plusieurs heures à examiner les pièces du dossier avant de prononcer une mesure de restriction de liberté. L'ancien ministre a été placé sous bracelet électronique avec assignation à résidence et un contrôle strict de ses déplacements. Figure du droit sénégalais, Ismaïla Madior Fall traverse aujourd'hui une ironie judiciaire. L'initiateur du bracelet électronique se retrouve placé sous cette même mesure dans une affaire de corruption présumée, un retournement marquant pour cet ancien ministre de la Justice, jadis symbole de rigueur et de réforme. Le bracelet électronique, c'est ça qui va le permettre. Et ça, c'est du moderne. Donc quand on dit modernisation, ce n'est pas des mots. Ismaïla Madior Fall, juriste émérite et professeur titulaire de droit constitutionnel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est l'une des figures intellectuelles les plus en vue du Sénégal de ces dernières années. Proche collaborateur de l'ancien président Macky Sall, il a longtemps été perçu comme l'un des architectes juridiques du régime, notamment en matière de réforme institutionnelle. Nommé ministre de la Justice pour la première fois en 2017, Ismaïla Madior Fall a été reconduit à plusieurs reprises, ce qui témoigne de la confiance que lui portait le président Sall. Durant son mandat, il s'est illustré par plusieurs projets de réforme. La réforme du code pénal et du code de procédure pénale dont il a défendu la modernisation afin de l'adapter aux nouveaux enjeux sécuritaires et juridiques. Le projet de rationalisation de la carte judiciaire visant à améliorer l'accessibilité à la justice à travers le territoire national. Le projet de justice numérique incluant la dématérialisation de certains services judiciaires. Mais l'un de ses projets les plus emblématiques et aujourd'hui ironiquement symbolique reste l'introduction du bracelet électronique au Sénégal. Ismaïla Madior Fall est à l'origine de cette initiative qui a conduit à l'adoption en 2018 de la loi instaurant le placement sous surveillance électronique comme alternative à la détention provisoire. Il s'agissait d'un mécanisme visant à désengorger les prisons sénégalaises tout en respectant les droits des personnes en attente de jugement. S'ils font l'objet de condamnation pour certaines infractions et certaines condamnations, ils sont éligibles au bracelet électronique. Et on pourra leur mettre le bracelet électronique. Ils vont rester chez eux, vaquer à leurs besoins, pouvoir travailler et rester avec leur famille.
Le dispositif a mis plusieurs années avant d'être effectivement déployé, les premiers bracelets électroniques n'étant utilisés qu'à partir de 2023 et 2024. Ironie du sort, ce même dispositif vient de lui être appliqué aujourd'hui dans le cadre d'une affaire de corruption présumée. L'ancien ministre est accusé d'avoir perçu des avantages indus dans le traitement de dossiers judiciaires sensibles sous son magistère. Pour beaucoup, il incarne la chute d'un homme qui, tout en prônant la rigueur et l'intégrité dans la gestion de la chose publique, se retrouve aujourd'hui pris dans les filets de la justice, celle-là même qu'il a contribué à façonner. Dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité économique, les institutions sénégalaises passent à l'action. L'Office national de recouvrement des avoirs criminels, ONRAC, en partenariat avec le GIABA et la société civile, a organisé un atelier national de sensibilisation et de plaidoyer sur la récupération et la gestion des avoirs au Sénégal. Cet événement vise à améliorer et à renforcer la transparence, l'efficacité et l'implication citoyenne dans le combat contre la fraude et les flux financiers illicites. C'est dans un contexte marqué par la réduction des comptes, la lutte contre la criminalité économique, que le GIABA, en partenariat avec la société civile et l'Action humaine pour le développement intégré au Sénégal, tient cet atelier. L'objectif, sensibiliser davantage sur le recouvrement et la gestion des avoirs mal acquis au Sénégal. Moins d'un an déjà de fonctionnement, l'ONRAC avait déjà 1 milliard de biens d'avoir recouvrés de francs CFA, je précise. Nous sommes en 2025. Les avoirs qui ont été recouvrés peuvent être estimés à peu près à plus de 35 milliards. Donc c'est vous dire simplement que le travail inestimable qui a été fait jusque-là. Je ne parlerai pas de biens mal acquis, mais je parlais d'avoirs criminels. Le défi du recouvrement, c'est le défi de l'amplitude du recouvrement, si vous voulez. Le spectre que le recouvrement devrait avoir dans le cadre de la prise en charge de ce phénomène au niveau du Sénégal. Une approche participative impliquant toutes les parties prenantes pour élaborer des messages adaptés aux réalités locales, mais aussi sur les outils pratiques pour sensibiliser efficacement les populations. Au-delà de la sensibilisation, à travers la participation dans le cadre de la formulation de certaines politiques, de certaines stratégies en la matière. Donc c'est pour ça. Quelle que soit la nature de l'avoir, il est possible justement de procéder à la saisie une fois identifié de ces avoirs, parce que susceptible éventuellement de confiscation. Il faut prendre des mesures conservatoires pour permettre l'exécution plus tard donc, de la décision de confiscation une fois prononcée. Par rapport au cautionnement, dont font office certaines personnalités politiques sénégalaises qui ont maille à partir avec la justice, ces acteurs magnifient la démarche qui, selon eux, la somme recouvrée permettra de financer d'autres secteurs de développement. Cette caution devrait garantir le paiement des dommages et intérêts, devrait garantir le paiement des frais de justice, devrait garantir le paiement des amendes. C'est ça un peu le sens du cautionnement. Depuis quelque temps, beaucoup de leaders politiques, hommes d'affaires font des allers-retours au niveau du pôle judiciaire financier, cités sur des affaires de fraude ou de détournement présumé. En bref, rebondissement judiciaire sur la scène politique ouest-africaine. La Cour de justice de la CEDEAO a tranché. Elle rejette le recours introduit par 9 opposants sénégalais, parmi lesquels Khalifa Sall, Pape Djibril Fall et Abdoulaye Wilane. Ces derniers contestaient la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées, estimant que les décrets présidentiels de septembre 2024 violaient leurs droits civils et politiques. Mais pour la Cour, aucun fondement juridique ne permet d'établir une telle violation. Aucune preuve suffisante n'a été retenue pour prouver une atteinte aux droits des requérants, souligne la décision. Tandis que les relations internationales du Sénégal suscitent débat, le Premier ministre Ousmane Sonko poursuit ses rapprochements avec les pays de l'AES en visite de 48 heures au Burkina Faso. Le chef du gouvernement a évoqué plusieurs accords déjà signés avec Ouagadougou. Si une partie de l'opposition critique cet alignement sur des régimes militaires, l'analyste politique Abdoulaye Mbou y voit une démarche pragmatique. Selon lui, dans un contexte marqué par les enjeux sécuritaires et économiques, le Sénégal ne peut se permettre de rompre ses liens avec ses voisins. Lors de cet entretien qu'il a accordé à la radio-télévision burkinabé, Ousmane Sonko a réaffirmé le désir
est la nécessité pour le Sénégal et le Burkina Faso de travailler ensemble. Certains acteurs politiques dénoncent ce rapprochement entre Dakar et Ouagadougou, estimant que le Sénégal ne doit pas s'aligner derrière les pays de l'AES dirigés par des militaires. Une position que ne partage pas Abdoulaye Mbow, un analyste politique. C'est un regard, pour moi, assez minimaliste. Le rôle diplomatique que pourrait jouer le Sénégal et par rapport véritablement à la CEDEAO et par rapport justement à l'AES, non sans revenir sur l'aspect le plus important, selon moi, et c'est l'aspect sécuritaire. Parce qu'en réalité, il faut avoir une vision qui traverse les frontières, et parce que tout simplement, l'Afrique de l'Ouest doit, à mon avis, avoir une politique sécuritaire assez commune. En visite officielle de 48 heures au Burkina Faso, le chef du gouvernement a plaidé pour une approche inclusive face à la crise entre la CEDEAO et l'AES. Ousmane Sonko a par ailleurs souligné l'existence de 20 accords ratifiés entre Dakar et Ouaga et 23 autres en discussion avec le Burkina Faso. Ne saurait empêcher au Sénégal de travailler sur le plan économique par rapport aux relations économiques qui nous lient avec ces pays-là, et particulièrement le Mali. Est-ce que sur la base de présence véritablement militaire au pouvoir au Mali, nous devons aller dans le sens de tourner le dos à ces accords commerciaux, à ces accords économiques qui nous lient avec le Mali? Idem pour le Burkina Faso, idem pour d'autres pays. L'entretien entre Ousmane Sonko et la RTB a duré 45 minutes. Lors des échanges, le Premier ministre n'a pas eu un mot sur Guy Hervé Kam, détenu depuis 1 an à la prison militaire de Ouagadougou et qui a été l'un de ses avocats quand il était opposant et derrière les barreaux. Djibril Diallo, face aux tensions grandissantes au Sahel, la désinformation devient un véritable fléau. C'est le constat alarmant dressé par une étude du Centre de recherche pour la démocratie, l'éducation aux médias et le multilinguisme dans la zone du Liptako-Gourma, à cheval entre le Mali, le Burkina et le Niger. Selon les résultats, les rumeurs infondées alimentent les conflits intercommunautaires, poussent les populations au déplacement et paralysent l'économie locale. L'étude a été menée au cœur du Sahel, dans le Liptako-Gourma, un territoire de 17 millions d'habitants, à cheval entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il ressort des investigations réalisées par le Centre de recherche pour la démocratie, l'éducation aux médias et le multilinguisme que dans la zone des 3 frontières, la notion de désinformation demeure largement imprécise pour la majorité des populations. Donc nous avons trouvé dans cette étude qu'à la base, il y a une mauvaise compréhension de cette désinformation. Et deuxièmement, il y a aussi, il faut le dire, la désinformation est en train de devenir de plus en plus un phénomène un peu politique. Et parler de désinformation, peut-être dans certains contextes, reviendrait à soutenir X ou Y. D'après l'enquête, l'ingérence des forces étrangères, telles que la Russie, contribue à la percée du phénomène. Les populations se retrouvent piégées au milieu d'une guerre d'influence. Les conséquences de la désinformation sont assez importantes dans le Liptako-Gourma, indiquent les résultats de l'étude. Comme impact, bien évidemment, c'est le manque de confiance vis-à-vis des institutions étatiques, c'est l'impact même sur le vécu social, le déplacement des populations, donc dont l'information, la manipulation de l'information vient nourrir cela. Et donc quand il y a un petit problème, ça devient un gros problème. Parce que les gens n'ont plus confiance à ce qui circule. Pour les recommandations, le Centre de recherche pour la démocratie, l'éducation aux médias et le multilinguisme insiste sur la nécessité d'encourager la recherche et la production de connaissances sur la désinformation dans cette localité et de favoriser la coopération entre initiatives de lutte contre le désordre de l'information. Djombe Mbaye sur le front social, le collectif des impactés de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis se fait entendre, réuni en assemblée générale. Ses membres ont salué la décision de l'État de leur attribuer 50 hectares de terre à titre de compensation, une mesure jugée positive mais à améliorer car les bénéficiaires posent leurs conditions pour que cette réparation foncière soit pleinement satisfaisante. L'État a décidé d'octroyer aux impactés de l'autoroute à péage 50 hectares.
une assiette foncière considérable que nous acceptons, mais nous demandons à l'État d'en faire une priorité et d'accélérer les procédures, notamment au niveau du cadastre, pour que les bornages soient faits le plus rapidement possible. Nous demandons également à l'AGEROUTE de faire la voirie, de mettre l'eau et l'électricité à la disposition du collectif des impactés au niveau de cette assiette foncière. Nous voulons également que l'État fasse de cette délibération un bail pour sécuriser l'assiette foncière. En bref, le malaise persiste dans l'enseignement supérieur. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES, par la voix de son secrétaire général David Célestin Faye, dénonce le mutisme du gouvernement face aux engagements non tenus. Lors d'une intervention sur RFM, le syndicaliste a fustigé l'absence de négociation et le blocage du décret censé rétablir la justice au sein de l'université. Nous allons reprendre la lutte, avertit-il, appelant à la mobilisation générale pour exiger l'application immédiate des accords signés. À Kaolack, les artisans se mobilisent pour l'école. Ce matin, ils ont remis 200 tables-bancs à des établissements scolaires en manque de mobilier en présence de délégations venues de Fatick, Diourbel et Ziguinchor. Un geste solidaire estimé à 6 millions de francs CFA et qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Sidi Diop, président de la Chambre des métiers de Kaolack, en a profité pour interpeller le gouvernement sur l'urgence de former les élus locaux afin qu'ils prennent pleinement conscience du rôle stratégique de la Chambre dans la relève artisanale. Le fait que les artisans ont procédé à un don de table-banc d'une valeur de 6 millions. Et à l'occurrence, il y avait la représentation de toutes les chambres de métiers, celle de Fatick, de Diourbel, de Tamba, de Sédhiou et aussi de Louga qui a été représenté par un de ses collègues. Nous saluons comme ça l'initiateur de cet événement, qui est Sidi Diop, qui a pour vocation de former les artisans, mais de créer une vitrine par rapport aux compétences qui se situent au niveau de la région de Kaolack, de socialisation. Parce que l'artisanat est un secteur transversal. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes battus avec les maigres moyens que nous avons comme ça pour procéder à un don de table-banc. Il y a 200 table-bancs qui a une valeur de 6 millions de francs CFA. Et nous avons comme ça fait une collecte par rapport aux artisans, mais nous avons aussi des mécènes qui nous ont soutenus à travers leurs possibilités financières. L'État actuel a clairement dit qu'ils allaient nous donner 100% de la commande publique. Et ça, nous l'attendons. En bref, la justice entre dans l'arène. Le lutteur Aldiouma Diallo, plus connu sous le nom de Zarko, s'est enfin présenté devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles, convoqué après avoir poignardé son adversaire Kabirou Aderian en Côte d'Ivoire. Zarko avait, dans un premier temps, évité les autorités, mais l'affaire qui a suscité un tollé suit désormais son cours judiciaire. Le parquet envisage des poursuites pour coups et blessures volontaires, ce qui pourrait compromettre son prochain combat. Mais les dernières informations reçues, le lutteur, après cette audition, est bien rentré chez lui. Dans l'actualité internationale, la diplomatie sud-africaine veut tourner la page. Le président Cyril Ramaphosa est à Washington pour relancer les relations bilatérales avec les États-Unis. Une rencontre avec le président Donald Trump est prévue mercredi dans l'optique de raviver une coopération stratégique entre les deux pays. Dans le même temps, la situation s'aggrave au Proche-Orient. L'offensive israélienne s'intensifie à Gaza avec un lourd bilan de 44 morts en seulement 2 jours, conséquence de nouveaux bombardements sur le territoire palestinien. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Washington pour raviver les relations avec les États-Unis. L'objectif de cette visite est de réinitialiser et de revitaliser les relations bilatérales. Une entrevue qui intervient après que les États-Unis ont accueilli 59 Sud-Africains blancs en tant que réfugiés la semaine dernière, d'où le début de ce que l'administration Trump a déclaré